On me pose souvent une seule et même question, formulée de 1000 façons différentes. Warren, quel est le secret? Quelle est l'action à acheter? Quelle est la décision qui a fait toute la différence? Tout le monde cherche ce mouvement brillant, ce moment unique de génie qui change tout, ce billet de loterie gagnant. Et chaque fois que je leur réponds, je leur donne une réponse à laquelle ils ne s'attendent pas, une réponse qui franchement les déçoit. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de mouvement unique. L'écart entre un millionnaire et une personne moyenne n'est pas une idée brillante. L'écart entre un milliardaire et un millionnaire n'est pas un investissement chanceux. L'écart, c'est ce que vous faites chaque jour. Ce sont des milliers de décisions apparemment ennuyeuses, ordinaires, disciplinées qui, empilées les unes sur les autres, créent une force de la nature. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous donner un conseil boursier. Je ne vais pas vous dire ce que le marché fera demain. Je vais vous donner quelque chose de bien plus précieux. Je vais révéler les 3 rituels quotidiens, les 3 habitudes fondamentales qui ont été le socle de toute ma vie. Ce ne sont pas simplement des choses que je fais. C'est le système d'exploitation qui fait fonctionner mon esprit. Et aujourd'hui, je vais vous donner le code source. Maintenant, avant d'ouvrir le livre sur la première habitude, nous devons comprendre la force invisible et puissante qui anime tout ce système. C'est la force la plus puissante de l'univers, un concept qu'Einstein aurait appelé la 8e merveille du monde. Je parle des intérêts composés. Si tient et décrit censure ici, censurné à type de question PIDA 3. La plupart d'entre vous ont entendu parler des intérêts composés en relation avec l'argent. Vous connaissez l'histoire. Si vous aviez une pièce magique qui doublait de valeur chaque jour, combien auriez-vous au bout d'un mois? Le premier jour, vous avez 1 centime. Le deuxième jour, 2 centimes. Le 5e jour, 16 centimes. Cela semble lent, presque inutile. Après une semaine entière, vous avez à peine $1. Mais ensuite, la magie commence. Au 20e jour, vous avez plus de $50 000. Et au 30e jour, vous avez plus de 5 millions de dollars. C'est la puissance d'une courbe qui commence lentement puis devient presque verticale. La connaissance, la sagesse et les habitudes se composent exactement de la même manière. La vie est comme une très longue colline. Et ce que Charlie Munger et moi avons compris très tôt, c'est que la chose la plus importante est de trouver de la neige humide, c'est-à-dire une connaissance utile, et de commencer à rouler une petite boule de neige au sommet de cette colline. Je sais ce que vous pensez. Warren, cela semble incroyablement lent, incroyablement ennuyeux, et vous avez raison, ça l'est. Mais les forces les plus puissantes de ce monde sont souvent les plus ennuyeuses. La gravité est ennuyeuse, le temps est ennuyeux, les intérêts composés sont ennuyeux. Et on ne vous donne pas la montée d'adrénaline d'un billet de loterie. Et on ne vous donne pas l'excitation d'un pari spéculatif. Ce qu'il vous donne, c'est la certitude. Si vous vous améliorez d'1 seul % chaque jour, au bout d'un an, vous ne serez pas 365% meilleur. Les mathématiques des intérêts composés montrent que vous serez presque 38 fois meilleur. Pensez à cela. Pas 2 fois meilleur, pas 10 fois meilleur, 38 fois. Vous serez transformé. Vous serez devenu quelque chose d'entièrement nouveau. Alors, tandis que nous explorons ces 3 habitudes quotidiennes, je veux que vous effaciez l'idée d'une liste de contrôle de votre esprit. Ne voyez pas cela comme des tâches à accomplir. Je veux que vous les voyiez comme 3 façons différentes de commencer votre propre boule de neige. 3 façons de trouver cette neige humide et de lui donner cette première poussée cruciale le long de la longue colline de votre vie. Et la première habitude, celle qui fournit la neige elle-même, est la plus importante de toutes. Elle concerne ce que vous choisissez de nourrir dans votre esprit chaque jour. Commençons. La première habitude, celle qui fournit toute la neige pour la boule de neige, celle qui, même si vous ne faites rien d'autre sur cette liste, changera profondément votre vie, est la suivante. Je lis. Et quand je dis que je lis, je ne veux pas dire que je lis pour le plaisir, je ne veux pas dire que je parcours les gros titres du matin ou que je feuillette les derniers romans à succès. Mon travail, mon véritable travail, consiste en une seule chose, m'asseoir sur cette chaise et lire. Depuis plus de 50 ans, j'ai passé environ 80% de ma journée de travail à faire exactement cela. Au début de ma carrière, je lisais 600, 700, parfois 1000 pages en une seule journée. Aujourd'hui, c'est plutôt 500. Le nombre n'est pas la partie importante. C'est la partie à laquelle tout le monde s'accroche parce que cela semble impressionnant. La partie importante, celle qui fait toute la différence, c'est ce que je lis. Pendant que le monde reste collé aux chaînes d'information, réagissant à chaque mouvement du marché, pendant que d'autres font défiler les réseaux sociaux, consommant des opinions sur des opinions, je suis assis ici avec une pile de documents. Et dans cette pile, vous trouverez des rapports annuels d'entreprises dont vous n'avez jamais entendu parler. Vous trouverez des revues professionnelles des industries les plus ennuyeuses imaginables,
la fabrication de tapis, la production de briques. Vous trouverez des rapports d'IK et d'IQ, les documents juridiques que les sociétés cotées en bourse doivent soumettre au gouvernement. Je lis à propos de mes concurrents. Je lis à propos de mes fournisseurs. Je lis les rapports d'entreprise dans lesquels je n'ai absolument aucune intention d'investir. Pourquoi? Parce que je ne lis pas pour obtenir de l'information, je lis pour construire une carte. La plupart des gens lisent pour se divertir ou pour trouver un seul fait exploitable. Ils lisent comme s'ils cherchaient une petite pépite d'or. Moi, je lis comme un géologue. Je ne cherche pas un petit morceau d'or. J'essaie de comprendre toute la montagne. Je veux connaître sa structure, sa composition, ses points faibles, son histoire, afin que, lorsque le moment arrive, je n'ai pas besoin de chercher de l'or. Je sais exactement où se trouve le filon principal, et je peux m'y rendre directement. C'est la première distinction que vous devez faire. Vous devez cesser de voir la lecture comme une activité de loisir passive et commencer à la voir comme l'acte de travail le plus critique que vous puissiez accomplir. C'est une exploitation minière intellectuelle, et c'est un travail difficile, très difficile. Alors, pourquoi le faire? Pourquoi cet engagement obsessionnel de toute une vie à consommer ce que la plupart des gens appelleraient les documents les plus ennuyeux au monde? Les raisons sont essentielles. Premièrement, et surtout, pour construire ce que j'appelle votre cercle de compétences, et à l'intérieur de ce cercle, bâtir un fossé cognitif. Vous m'avez déjà entendu le dire, connaissez votre cercle et restez-y. Cela semble simple, mais c'est la règle la plus violée dans le monde des affaires et de l'investissement. Les gens pensent qu'être intelligent signifie avoir une opinion sur tout. Ce n'est pas le cas. Cela signifie connaître avec une certitude absolue les limites précises de votre propre ignorance. Cheyez, tout en fait. La sympathie d'eau. Si yedo corrompance à corrigeant signifiant surtout. À propre ignorance. Chaque fois que je lis un rapport annuel sur une entreprise que je ne comprends pas, je n'essaie pas de la comprendre. Je définis ma frontière. Je dis ceci, je ne le sais pas. Mais lorsque je lis à propos d'une entreprise que je peux comprendre, assurance, banque, biens de consommation, chaque page, chaque note de bas de page. Chaque lettre du PDG est une brique supplémentaire sur le mur de mon cercle. Je rends le cercle plus petit, mais les murs plus hauts et plus épais. Lorsque Charlie et moi avons acheté 16 Candies, c'est parce que nous avions passé des années à lire sur le secteur des produits de consommation de marque. Nous comprenions l'économie d'une marque qui vit dans l'esprit du client. Nous comprenions le pouvoir de fixation des prix qu'elle commandait. Nous comprenions le coût du cacao et du sucre. Nous connaissions cette entreprise mieux que ceux qui nous la vendaient. C'est cela, un fossé cognitif. C'est un avantage concurrentiel que personne ne peut vous enlever. La deuxième raison est la composition de la connaissance elle-même. C'est là que la boule de neige commence vraiment à prendre de la vitesse. La connaissance n'est pas une collection de faits isolés. C'est un treillis de modèles mentaux. Lorsque vous apprenez l'économie fondamentale du secteur ferroviaire, cela vous aide à comprendre le secteur du charbon. Lorsque vous comprenez le charbon, vous commencez à comprendre l'énergie. Lorsque vous comprenez l'énergie, vous comprenez la fabrication. Tout est connecté. Plus vous savez, plus votre cerveau a de points d'accroche pour suspendre de nouvelles informations. L'apprentissage n'est plus linéaire, il devient exponentiel. Vous commencez à voir des schémas que personne d'autre ne voit parce que vous avez une carte plus large de la réalité. Vous pouvez anticiper les conséquences de second et de troisième ordre pendant que les autres réagissent encore à la première. Si votre cerveau devient littéralement une machine d'apprentissage plus efficace. Et la troisième raison, peut-être la plus pratique pour vous, est l'élimination du risque. Wall Street adore parler du risque. Ils ont des modèles mathématiques complexes pour cela, bêta, écart-type, var. Tout cela est du non-sens. Permettez-moi de vous dire ce qu'est le vrai risque. Le risque, c'est de ne pas savoir ce que vous faites. C'est tout. C'est la définition complète. Si vous achetez quelque chose parce que votre voisin vous en a parlé, vous prenez 100% de risque. Mais si vous avez lu les rapports annuels de cette entreprise pendant les 10 dernières années, si vous avez lu les rapports de ses 3 principaux concurrents, si vous comprenez l'économie du secteur, ses menaces, ses opportunités, et si vous achetez cette entreprise à un prix manifestement inférieur à sa valeur intrinsèque, quel risque prenez-vous? Risque aucun. L'acte de lire est l'acte d'éliminer le risque. C'est le travail préparatoire que 99% des gens ne feront jamais. Le marché n'est pas risqué. L'ignorance est risquée. Je n'essaie pas de sauter par-dessus des barres de 2 mètres. Je cherche des barres de 30 cm que je peux enjamber. Et je trouve ces barres de 30 cm en lisant. Maintenant, je sais exactement ce que vous pensez. Warren, c'est merveilleux pour vous. Vous êtes milliardaire. Votre travail est de lire. J'ai un emploi. J'ai une famille. Je n'ai pas le temps de lire 500 pages par jour. C'est la conception la plus répandue et la plus dangereuse. Vous avez inversé les choses. Je n'ai pas le temps de lire parce que je suis riche. Je suis riche parce que j'ai pris le temps de lire. Cela a été, et c'est toujours, ma priorité numéro 1. Et cela peut devenir la vôtre. Vous n'avez pas besoin de 500 pages. Vous n'avez pas besoin de 8 heures. Vous avez simplement besoin de commencer. Alors voici le système.
D'abord, adoptez ce que j'appelle la règle des 5 heures. Engagez-vous à consacrer 1 heure de lecture concentrée chaque jour. C'est tout, juste 1 heure. Cela fait 5 heures par semaine. Réveillez-vous 1 heure plus tôt. Lisez pendant votre pause déjeuner. Éteignez la télévision pendant 1 heure le soir. Il n'y a personne qui ne puisse trouver 1 heure. C'est le plus grand investissement que vous ferez jamais dans votre vie. Les rendements sont garantis et ils sont infinis. Ensuite, vous avez besoin d'un programme. Que lire? J'appelle cela la pyramide de lecture. À la base de la pyramide, 50% de votre temps devrait être consacré à lire sur votre propre secteur et votre propre profession. Votre objectif est de devenir l'une des personnes les plus compétentes de votre entreprise. Lisez les rapports de votre société, lisez les rapports de vos concurrents, lisez les revues spécialisées. Votre carrière est votre plus grand actif. Investissez en elle d'abord. Le milieu de la pyramide, 30%, devrait être consacré aux biographies et aux histoires de grands penseurs et de grandes entreprises. Lisez sur des personnes que vous admirez et sur des personnes que vous méprisez. Vous n'apprenez pas seulement des faits, vous apprenez comment les grands esprits pensent, comment ils résolvent les problèmes, comment ils échouent. Au sommet de la pyramide, 20% se trouve le contexte large. Lisez l'histoire, lisez la psychologie, lisez la science. Cela vous donne les grands modèles mentaux pour comprendre le monde dans lequel votre secteur évolue. Enfin, la façon dont vous lisez est la partie la plus importante. Ne lisez pas passivement. Ce n'est pas un roman, c'est une lecture active. Lisez avec un stylo à la main, discutez avec l'auteur dans les marges, posez constamment des questions. Est-ce que cela a du sens? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Quelle est l'économie derrière cela? Et voici le test ultime. Pouvez-vous expliquer ce que vous venez de lire à quelqu'un d'autre en termes simples? Après avoir lu le rapport d'une entreprise, essayez d'expliquer son modèle économique à votre conjoint ou à un ami. Si vous ne le pouvez pas, vous ne l'avez pas suffisamment compris. Retournez le lire. C'est la première habitude. C'est la fondation. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas glamour. Mais c'est le moteur de la richesse et de la sagesse. C'est l'activité unique qui transforme le temps d'un ennemi en votre plus grand allié. C'est ainsi que vous commencez à faire rouler votre boule de neige. Vous avez donc commencé à lire. Vous nourrissez votre esprit. Vous construisez votre fossé cognitif. Vous rassemblez la neige humide pour votre boule de neige. Cela nous amène à la deuxième habitude quotidienne, celle qui crée l'espace pour que la première prospère. Si la lecture est le moteur, cette habitude est la forteresse que vous construisez autour, car vous faites maintenant face au deuxième grand ennemi du succès. Le premier ennemi est l'ignorance, que nous combattons par la lecture. Le deuxième ennemi est l'interruption. L'habitude numéro 2 est la suivante. Je protège mon temps de manière agressive, impitoyable. Et la manifestation physique de cette habitude, c'est mon agenda. Il y a quelques années, mon ami Bill Gates me rendait visite et il m'a demandé à voir mon emploi du temps. Je ne lui ai montré. Il a été choqué. Pour toute la semaine, il n'y avait presque rien. Une coupe de cheveux, 1 ou 2 réunions. Le reste était vide. De vastes espaces de temps. C'est le seul actif dont vous ne pouvez pas acheter davantage, peu importe qui vous êtes. Vous disposez de 24 heures par jour. Et chaque instant qui passe disparaît à jamais. Vous ne pouvez pas le récupérer. L'actif le plus précieux que nous ayons n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'immobilier. Ce n'est pas l'or. C'est le temps. Bill m'a dit qu'autrefois son emploi du temps était planifié à la minute près. Le moment était rempli. Une réunion ici, un appel là, une présentation ensuite. Et il m'a dit que voir mon agenda presque vide avait été l'une des leçons les plus profondes qu'il ait apprises. Il a réalisé qu'il ne contrôlait pas son temps. C'était son temps qui le contrôlait. La façon dont vous allouez cette ressource finie et non renouvelable est la décision la plus importante que vous prenez chaque jour. La plupart des gens traitent leur temps comme une ressource publique. Ils laissent tout le monde y faire une demande. Un collègue demande juste 5 minutes. Un ami appelle pour discuter. Un email surgit en exigeant une réponse immédiate. Une réunion apparaît dans votre agenda alors que vous n'avez pas vraiment besoin d'y assister. Chaque fois que vous dites oui à l'une de ces petites demandes, vous dites implicitement non à autre chose. Et à quoi dites-vous non? Vous dites non à la lecture de ce rapport annuel. Vous dites non à réfléchir profondément à un problème. Vous dites non à passer du temps avec votre famille. Vous dites non aux activités même qui créent une valeur réelle à long terme. C'est le principe du coût d'opportunité. Le coût d'une réunion d'1 heure n'est pas 1 heure. Le coût est la meilleure utilisation alternative de cette heure. Ce coût pourrait être l'idée que vous auriez trouvée en lisant et qui aurait permis d'économiser des millions. Ce coût pourrait être ce moment de réflexion tranquille où vous auriez enfin résolu le problème qui vous préoccupe depuis des semaines. Lorsque vous commencez à voir le temps ainsi, non pas comme quelque chose à remplir, mais comme votre capital le plus précieux à investir, votre perspective change complètement. J'ai l'habitude de dire la différence entre les personnes qui réussissent et celles qui réussissent vraiment, c'est que celles qui réussissent vraiment disent non à presque tout. Les grandes décisions se prennent dans le silence. Elles naissent lors de longues périodes ininterrompues de réflexion profonde. Il ne s'agit pas d'être impoli, il ne s'agit pas d'être inutile. Il s'agit d'avoir une clarté impitoyable de vos priorités. Vous devez savoir avec une certitude absolue quelles sont vos priorités les plus élevées. Et ensuite,
Vous devez avoir la discipline de protéger le temps et l'énergie nécessaires pour les poursuivre. Tout le reste est une distraction. Les grandes idées, les grandes décisions, les grandes solutions ne naissent pas dans une salle de réunion bruyante. Elles ne naissent pas lorsque vous passez d'un onglet à l'autre. Le monde veut que vous soyez occupé. Être occupé donne l'impression d'être productif. Un agenda rempli donne l'impression d'être important, mais être occupé n'est pas être efficace. Un hamster dans sa roue est occupé. Il n'avance pas. Votre cerveau a besoin de temps pour traiter les informations que vous accumulez. Il a besoin de temps pour faire des connexions, pour voir des schémas, pour laisser travailler l'inconscient. Si vous passez constamment d'une tâche à l'autre, votre esprit ne va jamais en profondeur. Vous passez vos journées dans un état de pensée superficielle et réactive. J'organise mes journées pour maximiser la réflexion profonde. Je m'assieds dans mon bureau pendant des heures, sans réunion, sans appel, et je réfléchis, je lis. Puis je pose mes pieds sur le bureau et je réfléchis à ce que je viens de lire. C'est là que le vrai travail se fait. C'est là que la valeur est créée. Vous devez échapper aux pièges d'être occupé et embrasser la puissance de la concentration. Alors comment faire? Comment, dans un monde qui exige constamment votre attention, construire une forteresse autour de votre temps? Cela commence par un exercice simple mais profond que j'appelle la règle 25-5. Prenez une feuille de papier et écrivez les 25 choses les plus importantes que vous voulez accomplir dans votre vie. Vos objectifs professionnels, vos objectifs personnels, tout. Prenez votre temps, soyez réfléchi. Ensuite, relisez cette liste et entourez les 5 objectifs les plus importants. Juste 5. Vous avez maintenant 2 listes. La liste A contient vos 5 objectifs les plus critiques. La liste B contient les 20 autres. La plupart des gens disent « Je me concentrerai sur les 5 premiers et je travaillerai sur les 20 autres quand j'aurai du temps libre ». C'est une erreur terrible. La liste B n'est pas une liste secondaire. C'est votre liste à éviter à tout prix. Pourquoi? Parce que ces 20 éléments sont suffisamment intéressants pour vous tenter. Ils sont suffisamment attrayants pour vous distraire. Ils vous pousseront à consacrer votre temps et votre énergie à des choses qui ne sont pas vos priorités absolues. Cet exercice vous donne de la clarté. Il définit ce à quoi vous dites oui. Et, tout aussi important, ce à quoi vous dites non. Vous devez activement dire non à ces 20 choses. Mettez toute votre énergie dans les 5 premières. Il existe un autre système simple que j'utilise. Je l'appelle la règle des 2 jours. Pour vos habitudes les plus importantes, pour moi, la lecture et la réflexion, ne vous permettez pas de passer 2 jours de suite sans les pratiquer. Je peux manquer un jour, la vie arrive. Mais 2 jours? Jamais. Rompre une habitude pendant un jour est un petit recul. La rompre pendant 2 jours est le début d'une nouvelle mauvaise habitude. Fond! Cette règle maintient votre boule de neige en mouvement, même les jours où la motivation manque. Une fois par semaine, faites un audit de votre agenda. Examinez chaque rendez-vous, chaque réunion, chaque engagement de la semaine à venir. Posez-vous des questions honnêtes. Si cette réunion était annulée, serais-je déçu ou soulagé? Si la réponse est soulagé, vous ne devriez probablement pas y être. Quel est l'objectif précis de cette réunion? Est-ce vraiment le meilleur moyen d'y parvenir? Pourrait-elle être remplacée par un simple email? Ma présence est-elle indispensable? Ou suis-je simplement inclus pour être informé? Vous serez surpris du nombre d'engagements qui disparaîtront sous cet examen. Protégez votre temps et ce qui rend tout possible. Cela construit le contenant. Cela vous donne les longues heures calmes nécessaires pour lire, réfléchir et laisser la magie des intérêts composés agir sur votre connaissance. Sans cette forteresse du temps, l'information que vous collectez sera dispersée par les vents de la distraction. Sans cette mais à l'intérieur, vous pouvez façonner la neige, la compacter, la transformer en noyau solide de votre boule de neige grandissante de sagesse. Regroupez vos tâches superficielles. Ne consultez pas vos emails toutes les 5 minutes. Réservez 2 moments précis par jour pour les traiter. Faites de même pour les appels. Cela libère le reste de votre journée pour le travail profond qui compte vraiment. Nous avons maintenant établi 2 piliers. Le premier, la lecture, est l'acte de collecter la matière première. C'est l'absorption d'informations et de perspectives. C'est la construction de votre carte de la réalité. Le deuxième, protéger votre temps est l'acte de créer l'espace pour traiter cette information. C'est la construction d'un atelier mental libre de bruit. Et nous arrivons maintenant à la 3e et dernière habitude. Et celle-ci est la plus importante de toutes, car cette 3e habitude est la boussole. C'est le mécanisme qui vous permet d'utiliser la connaissance acquise dans le temps protégé pour prendre les bonnes décisions, encore et encore, surtout lorsque c'est le plus difficile. La 3e habitude concerne la façon dont vous vous jugez. Elle concerne la personne que vous cherchez réellement à satisfaire. L'habitude est la suivante. Je vis ma vie et je prends mes décisions en fonction d'un tableau de bord intérieur et non d'un tableau de bord extérieur. Permettez-moi d'expliquer. Le monde vous attribue constamment une note. C'est le tableau de bord extérieur. C'est votre titre professionnel, la taille de votre maison, le prix de vos actions, le nombre d'abonnés, les applaudissements, l'opinion des autres. La plupart des gens vivent selon ce tableau de bord extérieur. Ils prennent des décisions en fonction de ce qui impressionnera les autres. Ils choisissent une carrière prestigieuse. Ils achètent une voiture pour impressionner les voisins. Ils vendent parce que les médias paniquent et qu'ils ne veulent pas paraître stupides. Leur estime de soi monte et descend au rythme du jugement extérieur. C'est une manière désastreuse de vivre.
Parce que la foule est changeante, émotive, souvent dans l'erreur. Vivre selon le tableau de bord extérieur, c'est externaliser votre estime de soi, c'est devenir esclave de l'opinion des autres. Le tableau de bord intérieur est différent. C'est votre propre ensemble de standards, vos principes, ce que vous considérez juste indépendamment du regard des autres. C'est vivre une vie dont vous êtes fier, même si personne ne regarde. Je pose souvent cette question aux étudiants. Préféreriez-vous être le meilleur amant du monde mais que tout le monde pense que vous êtes le pire? Ou être le pire amant du monde mais que tout le monde pense que vous êtes le meilleur? C'est le test ultime. Êtes-vous plus préoccupé par la réalité de vos actions ou par leur perception? Pour moi, la réponse a toujours été claire. Le seul tableau de bord qui compte est celui que je tiens moi-même. Je veux être le meilleur à l'intérieur. Je me moque de ce que dira le journal demain. Ce n'est pas seulement philosophique, c'est l'outil psychologique le plus puissant en affaires. Pourquoi? Parce qu'il vous permet de rester rationnel quand les autres sont dominés par l'émotion. Vous avez entendu, soyez craintif quand les autres sont avides, et avide quand les autres sont craintifs. Comment est-ce possible? Seulement si vous ne jouez pas selon leur tableau de bord. Si vous vivez selon le tableau extérieur, vous paniquerez avec la foule. Mais si vous vivez selon votre tableau intérieur, vous direz, j'ai lu, j'ai analysé, je sais ce que cela. Votre validation vient de votre analyse, pas de l'approbation des autres. Il en va de même dans l'autre sens. Quand tout le monde est euphorique, le tableau extérieur vous fait craindre de manquer quelque chose. Mais le tableau intérieur dit, le prix est déconnecté de la réalité. Je préfère paraître stupide aux yeux des autres que l'être à mes propres yeux. Vivre selon ce principe unit les deux autres habitudes. La lecture vous donne la conviction. La protection du temps vous donne l'espace pour développer cette conviction. Et le tableau intérieur vous donne le courage d'agir selon cette conviction. C'est votre bouclier contre la folie des foules. C'est la source de la patience. C'est le socle de l'intégrité. Alors comment cultiver cela? J'utilise ce que j'appelle le test du journal. Avant toute décision importante, j'imagine qu'un journaliste va écrire un article détaillé à ce sujet, en première page, lu par ma famille et mes proches. Serais-je fier? Serais-je à l'aise? Ce test simplifie les décisions complexes. Ce n'est pas une question de légalité. Ce n'est pas une question de profit. C'est une question de justesse selon vos standards intérieurs. Avec le temps, décision après décision, vous construisez quelque chose de plus précieux que l'argent. Vous construisez votre caractère. Vous construisez une réputation d'intégrité. Et cela devient votre actif le plus précieux. Car au final, c'est cela l'objectif. L'argent n'est qu'un sous-produit. La vraie récompense est de devenir une personne que vous admirez vous-même. Voilà donc les 3 habitudes quotidiennes non négociables. Premièrement, devenez une machine d'information. Deuxièmement, construisez une forteresse autour de votre temps. Troisièmement, vivez selon votre tableau de bord intérieur. Lecture, réflexion, intégrité. Cela semble simple, mais comme le dit souvent Charlie Munger, le bon sens n'est pas si courant. Le pouvoir n'est pas dans la complexité, mais dans la constance. Pas une semaine, pas un mois, mais chaque jour. Année après année, décennie après décennie, la plupart des gens ne le feront pas. Ils chercheront un raccourci. Et si vous comprenez la puissance des intérêts composés et commencez aujourd'hui à faire rouler votre boule de neige, votre vie sera différente dans 5, 10, 20 ans. Pas seulement plus riche financièrement, plus riche mentalement, plus riche relationnellement, plus riche moralement. Vous deviendrez une véritable machine d'apprentissage. Et vous gagnerez le prix ultime, une vie de liberté, une vie de sens, une vie que vous respectez profondément. Mon défi pour vous n'est pas d'appliquer les 3 en même temps. Choisissez-en une, juste une, et engagez-vous envers vous-même, car le succès n'est pas une question de génie, c'est une question d'habitude, c'est une question de tempérament rationnel. C'est organiser sa vie pour apprendre, réfléchir et agir avec intégrité. C'est un jeu à long terme, mais c'est un jeu que vous pouvez gagner. Commencez aujourd'hui, commencez maintenant.